politiques qui écoutent, et quelqu'un nous a dit ici, là, il va architecturer sa décision sur la volonté du peuple du changement. Nous autres, nous estimons, professeurs, permettez-nous d'être téléspectateurs, acteurs pendant cette élection, parce que ce que nous avons cultivé pendant 7 ans, je refuse de garder mes armes, je refuse de les garder et que la nature corrompe ces armes-là. J'ai envie de les dégainer pour pourrir cette élection. Et c'est possible. Parce que la contestation sera nationale, elle aura une dimension nationale. Et ce sera difficile, en Congo, d'usurper notre victoire. J'aimerais dire à Debout Citoyen que peut-être avec le temps, et on ne sait pas encore ce qu'il en sera. On en a plus que quelques semaines là, mais j'espère que vous nous suivez un peu, et j'aimerais que avant qu'on arrive finalement à l'élection, que j'espère qu'on aura été capable de vous faire changer d'avis, parce que dites-vous bien que si vous prenez un bulletin de vote et que vous mettez le nom du professeur Maurice Kamto, c'est un vote à Biya qu'on est en train de donner. Il faut qu'on se le dise. Quel que soit, parce que là, ce sera un boycott actif qu'on est en train de faire, mais qui participe toujours à consolider le pouvoir de Biya. Et c'est ce qu'il faut éviter tout à fait. Il faut absolument éviter. Je suis très content de vous entendre, surtout quand vous dites que vous allez déjà voter. Ça veut dire que pour vous, c'est indéniable. Vous allez voter parce que vous avez déjà intégré ça culturellement dans votre subconscient. Il faut le faire. Mais maintenant, il faut éviter de se dire que si j'écris le nom de Kamto, ça ne va absolument rien changer. Il n'est pas candidat. On va pas donner cette voix à quelqu'un. Par contre, ça va participer à consolider le pouvoir de Paul Biya. Parce que une voix sur un bulletin sur lequel on écrit le nom de Kamto, c'est un bulletin on s'empêche soi-même de donner à un autre candidat de l'opposition qui aurait peut-être engagé la lutte politique à partir de votre vote. La lutte politique ne s'engage pas sur la base de rien. Même en 2018, après quand le professeur fait le hold-up électoral, quand le professeur parle de hold-up électoral, quand il va devant le Conseil constitutionnel, c'est avec les procès-verbaux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a gagné et il va prouver et démontrer que, effectivement, j'ai gagné. Donc, si on ne le fait pas, enfin, on est en train de dire à la personne qui pourrait éventuellement avoir envie de lutter pour sa victoire, on est en train de lui dire non, on te donne pas les raisons pour lesquelles tu vas lutter. Donc, je dis bien que j'espère tout doucement qu'on va arriver à vous convaincre de voter pour quelqu'un, pour que ce régime parte. Je peux dire quelque chose? Oui, très rapidement, maintenant, René, s'il te plaît, parce qu'on va fermer bientôt. Ok. Je suis à la fin de ce live, je suis très content déjà de savoir que nous tous, nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous pouvons battre ces gens. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est comment? On sait déjà que nous avons les moyens de les battre. On n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les réflexions. On sait que nous avons les moyens de battre ces gens. La question maintenant, c'est comment est-ce que nous allons faire pour les battre? Et sur ce, je suis très content. Maintenant, sur l'aspect du professeur qui écoute et tout, il faut déjà intégrer que on ne peut pas élaborer des stratégies sans écouter les gens. Quand le professeur était en prison, chaque jour, il recevait la presse. C'est un pas hasard. Et il recevait toutes les presses. Et ce qu'il faisait, c'est que il ne voulait pas trop la presse de Cameroun Tribune. Mais le régime se battait pour lui donner uniquement la presse de Cameroun Tribune. Parce que en fait, la presse de Cameroun Tribune lui donne uniquement les perceptions et les informations corrompues. Pourtant, les autres presses lui donnent les idées ou bien lui disent ce que pense l'opinion. Donc, le professeur, qu'on le veuille ou pas, il est toujours en train d'écouter avant de poser les actes. Il ne reste pas comme ça, il monte des choses dans sa tête. Regardez même comment il monte son projet de société. Il travaille avec les gens. C'est pas quelqu'un qui reste, il imagine. En fait, lorsqu'on est un scientifique, on est un chercheur, on ne reste pas chez soi, on invente les choses. Non. On travaille avec les gens. C'est la méthode de tout scientifique. Et c'est ce que le professeur fait. Donc, c'est pourquoi je suis très content de ce type de live parce que ça permet que le professeur puisse avoir des informations à gauche, à droite, savoir ce que pense même le peuple, savoir ce que veut réellement le peuple. Ça lui permet de savoir même si le peuple est prêt. Ça lui permet même de savoir si le peuple est prêt. C'est-à-dire que on peut tous être en train de parler, on n'est pas d'accord et tout, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce n'est pas le fait si on est d'accord ou pas. C'est le fait même qu'il se rende compte qu'il y a toujours la dynamique, il y a la veille sur le changement, qui lui permet même de se rassurer que s'il se lève, vraiment, ça va suivre. C'est pourquoi je dis, il est important que nous continuions de parler.
Et nous avons eu une information, pas quand il y a une information, on a eu un live ici. C'est vrai que c'était pas sur ce panel, et c'est un live où le camarade de lutte du professeur nous a dit que le mot d'ordre sera donné, il faut qu'on reste mobilisé. C'est-à-dire, monsieur Anissé Kane, il nous l'a rassuré, c'est un live exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va toujours venir là, essayer de réfléchir dessus. Nous devons être mobilisés, c'est ça le mot d'ordre. Mobilisons, mobilisons-nous. Il y a 1000 manières de se mobiliser. Il y a les sifflets comme la maman de Beau a dit tout à l'heure. Il y a plusieurs initiatives qu'on peut faire pour les mobilisations. Il y a les sensibilisations. Il y a tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir quelle est la méthodologie qui va permettre de nous mobiliser au maximum. Il y a, avec ce que M. Stéphane vient de dire, le pourrissement de l'élection avec les mots d'ordre pour boycotter tout ce que les RDP ferait. Ce sont je vais dire, ce sont des actes de mobilisation qui ont un impact assez important dans la psychologie de ceux qui voient ça. C'est-à-dire que ça les mobilise au maximum possible. C'est-à-dire que si on se lève un matin et on dit tous ceux qui portent peut-être les choses du RDPC à Bouddha ou bien à Bafang ont été totalement cassés. Vous imaginez que c'est mis sur Internet, vous imaginez l'impact sur la tête de tous ceux qui vont voir. C'est-à-dire que c'est facile que ça prenne aussi dans une autre ville. C'est pourquoi je disais à quelqu'un l'autre jour que l'affaire du sifflet national, il y a eu juste un petit problème, c'est que on n'a pas travaillé, on n'a pas planifié la mise en œuvre. C'est-à-dire que quand on regarde quelques initiatives qui se prennent seulement sur TikTok, c'est maximum 700 000 personnes qui vont de panel en panel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas quelque chose qui a un grand spectre de communication. C'est-à-dire que nous sommes 400 et puis après, il y aura un autre panel, il y a un 600 là-bas, il y a un 300. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui se déplacent. Nous devions élaborer une véritable stratégie de communication. Ça, c'est un des deux maintenant. Si c'est que nous voulons que ça prenne sur le terrain, les réseaux sociaux ne sont pas le seul moyen. Il faut une communication de terrain. Et la maman debout a dit quelque chose de pertinent, c'est que elle réellement, elle a fait la communication de terrain. C'est pourquoi ça peut prendre. Elle a fait une communication de terrain qui était très pertinente et très efficace. Alors, quand on veut faire même ce genre de choses, il y a des choses, si vous essayez de regarder ce qui se passe au nord, c'est parce que ça s'est passé au nord que c'est en train de prendre facilement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des territoires qui sont des territoires stratégiques. En marketing, on appelle ça le positionnement stratégique. Un endroit où quelque chose commence et qui permet que l'initiative puisse prendre ailleurs. Ce sont des territoires légiers. Alors, si nous voulons faire quelque chose comme ça, on peut identifier une zone comme Bafang. On dit, OK, on va faire une communication de terrain à Bafang et on va s'arranger à ce que chaque fois, au moins à Bafang, qu'on puisse siffler. Et que maintenant, sur les réseaux sociaux, on relaie cette information-là chaque jour. Chaque jour, on relaie l'information des sifflets. C'est-à-dire qu'à 19h à Bafang, on sort des téléphones, on écoute les sifflements et on met sur Internet. Quand les gens se rendent compte que ça a pris dans toute la ville de Bafang, en un jour, au moins parce qu'on sait qu'à Bafang, personne n'a peur. On sait au moins ça, qu'à Bafang, personne n'a peur. Quand on va écouter les sifflets tous les jours dans la ville de Bafang et que ce soit mis sur les réseaux sociaux, ce sera facile que ça prenne dans les villes d'à côté et pas facile que ça prenne dans tout le Cameroun. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle le territoire léger et c'est ce qu'on appelle le positionnement stratégique. Il n'y a pas eu une véritable communication, il n'y a pas eu une véritable planification de cette activité. C'était quelque chose qui était en l'air. Et je pense qu'à l'avenir, réellement, c'est que nous voulons faire quelque chose. Il faut toujours que lorsqu'on dit qu'on va mettre une initiative, qu'on mette un petit groupe de travail pour la mise en œuvre effective de cela. Donc, et pour terminer, il faut que nous ayons confiance. Le professeur est en train de travailler et il va donner il va prendre la meilleure décision pour la suite du combat. Il va prendre la meilleure décision pour la suite du combat. Merci. Merci beaucoup, Man Noron, on l'espère. Hein. Monsieur Alucado, est-ce que vous êtes là rapidement, hein, parce que Stéphane, là, ça se voit qu'il est fatigué déjà, ses yeux sont déjà rouges, donc on va tout faire pour le libérer. On t'entend pas, Steph, on t'entend pas. Merci de m'avoir Oui. Oui, donc je savais, allez vite. Non, demain tu vas nous faire un coup comme toi sur le CFS, Stéphane, on te connaît. Ouais, il faut les coups, hein. Monsieur Alucado, allez-y. Oui, en réalité, depuis on parle de coalition et de tout la condition sine qua non, c'est une alliance entre Bello Bouba et Issa Chiroma. Parce que si les deux sont divisés, c'est que c'est perdu d'avance. Quel que soit le candidat, comprendra.
Parce que si même le Nord réussit à avoir un candidat, Erreur, officiellement la dernière fois... Alicador, erreur, évacue ça. J'ai pas envie d'entrer pour le moment. Voilà les idées qu'ont véhiculées les négationnistes si tu es dans notre image, erreur, Alicador, c'est un gros piège. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'élément du langage du RDPC. Les gens posent. Et j'ai vu les gens, ceux du changement, tomber dans ce piège. Condition sine qua non pour qu'il y ait une coalition entre le Nord et la base du Sud pour Maurice Kamto. Il faut mettre Bello, Bouba et Thioma ensemble. Évitons ça. C'est faux. RDPC, c'est faux. Il faut savoir que le MRC a une grosse assise dans le Grand Nord. Hein. Voilà. Alors, je vais lui expliquer ça en termes de chiffres électoraux même. C'est très simple. D'accord? C'est très très simple. Prenez les chiffres de la dernière élection présidentielle. D'accord? Si vous êtes un combattant et que vous connaissez les chiffres qu'a émis le MRC, alors vous saurez que le MRC seul, sans coalition, a battu Paul Biya. Je dis bien, le MRC, sans coalition, a battu Paul Biya. Alors pourquoi voudriez-vous que le même MRC, 7 ans plus tard, après avoir agrandi sa base électorale, soit incapable de battre Paul Biya seul? Parce que Maurice Kamto, il allait seul pour battre Paul Biya. Et il était capable de le battre seul. Alors, si Maurice Kamto est capable de battre Paul Biya seul, est-ce que vous ne pensez pas que même si Maurice Kamto donne son pouvoir électoral à celui qui a 0,01%, cette personne va gagner? Ça, c'est simple calcul mathématique. Hein? Sortez de ces idées de coalition sine qua non, sinon, ça c'est le RDPC. Comme il veut vous faire croire que s'il n'y a pas de coalition entre s'il n'y a pas de candidature unique, l'opposition ne peut pas gagner. C'est faux. Fundi a gagné sans être le candidat unique. Il était le candidat consensuel. Maurice Kamto a gagné en 2018. Il n'y avait pas de candidature unique. Même Akere Mouna, qu'il avait rejoint, avait ses bulletins dans le bureau de vote. Alors, comment est-ce que vous voulez dire que celui qui a gagné il y a 7 ans et qui aujourd'hui est le seul à mesure de battre le RDPC a besoin que des gens s'unissent pour que quand il donne son vote, que ça gagne? Est-ce que vous comprenez un peu cette logique mathématique-là? Il n'a pas besoin. Et je vous dis encore, cette idée de coalition des deux candidats du Nord est fabriquée par le RDPC parce qu'elle sait que parmi les deux candidats-là, il y a un infiltré parmi eux. Et qu'à la dernière minute, quand ils ne pourront pas coaliser, on dira non, vous voyez, ils n'ont pas pu coaliser, c'est impossible. Parmi les deux là, il y a un qui roule pour le RDPC. Donc arrêtons avec ces idées préconçues. Nous allons le 12 octobre nous mettre derrière un candidat et gagner le RDPC avec ce candidat. Le reste, on va voir après. Le programme politique de l'heure, c'est de chasser Ngongo. On doit d'abord le chasser. Exactement. Le reste, c'est après qu'on va voir. Et je pense que, pour le moment, comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Manorom, le président serait dans des discussions. C'est pour cela qu'il ne se prononce pas encore. N'oublions pas qu'il n'est pas seul. Aujourd'hui, quand on parle du président Kamto, Très pertinent, Sandy. on ne parle plus de lui seul. On parle de ses alliés politiques aussi, Exactement. qui ont lié leur avenir politique à celui du président Kamto. Anissé et Kanek, dont on parle tout à l'heure. C'était un monsieur qui menait sa vie tranquille à Douala avec son petit parti politique où il avait un élu et il prenait sa rente du gouvernement chaque année. Il n'avait pas de problème. Pour la seule raison qu'il ait soutenu le président Kamto, aujourd'hui son parti est saucissonné. Il ne sait même plus s'il est président de son parti ou pas. S'il présente une liste à Tangandji, il peut sortir une deuxième liste à tout moment. Et c'est un prix politique, c'est un sacrifice politique. Vous pensez que le président Kamto, dans ses considérations, ne tient pas ça en compte? Sandy, il faut même ajouter que ne pas prendre en considération la présence de ses alliés autour du professeur pour une quelconque décision, ne pas prendre en considération leur présence, c'est égoïste. Mais c'est plus que c'est un crime politique. Enfermer le professeur et dire non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Ça veut dire un crime politique. Au moment où il fallait faire une alliance pour pousser la candidature du professeur, vous étiez tous d'accord. Mais maintenant que le RDPC a tout fait pour broyer,
eh bien, vous décidez que unanimement, enfin, pas unanimement, mais de manière unilatérale, c'est le professeur seul qui doit prendre une décision sans tenir compte de ses alliés. Ce serait extrêmement égoïste. C'est une faute politique grave. Pourquoi? Parce que ça détruit toute future collaboration avec quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que les gens vont se souvenir du passif et vont dire non. Voilà ce que vous avez fait à Lycée Kane, voilà ce que vous avez fait à Nietzsche. Moi, je suis pas prêt à me sacrifier. Donc, aujourd'hui, le président ne réfléchit plus en tant que lui seul. Il réfléchit en tant que part d'une alliance politique. Oui. Et il tient en considération les avis de ses partenaires politiques. Ça rend les choses encore plus compliquées. C'est pour ça qu'il ne peut pas se lever et dire je fais ci ou je fais ça. Ils doivent tomber d'accord sur la ligne de conduite à tenir. Tous les trois. Leur avenir politique est intimement lié. Oui, oui, tout à fait. Donc vraiment les gars, rien que pour ça, je dis, ces papas ont intérêt à se battre jusqu'à la dernière énergie pour arracher le pouvoir à ces gens-là. Et à tous ceux qui disent que les candidats du Nord là, est-ce qu'ils ne vont pas aller vendre, est-ce qu'ils ne vont pas aller faire ceci, est-ce qu'ils ne vont pas aller faire cela. Je ne vais pas parler de Bello pour les raisons que je vous ai déjà citées parce que je n'ai pas une vision claire de son positionnement politique. Par contre, je parlerai de Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma a une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête des deux côtés. Un, sa base politique qui lui exige de partir de l'alliance avec le RDPC. Or, c'est cette base politique qui était sa monnaie de négociation. Parce que lorsque vous allez négocier avec un parti, vous apportez votre base politique et votre poids politique. Issa Chiroma auprès du RDPC ne vaut rien sans sa base politique. Or, sa base politique ne veut plus du RDPC. Est-ce que ça a un sens ce que je dis? Est-ce qu'on se comprend là-dessus? On se comprend. Oui, voilà. Ça dit très bien. Deuxièmement, la deuxième épée de Damoclès qui pèse sur lui vient justement du RDPC. Du fait qu'il soit parti de ce gouvernement, il a tous les dossiers qui couvraient, qu'on a ressorti et déposé sur la table. Lui-même l'a dit que ces gens-là vont le mettre en prison. Oui. Vous pensez qu'un homme de 71 ans va prendre le risque d'aller en prison maintenant pour le reste de sa vie? Pour rien? Il sait que là où il est là, s'il ne se bat pas pour sa victoire, il ira en prison. Avec le RDPC, il n'y a pas de ruse. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un monsieur qui est, parce que Issa Chiroma est un opposant de nature. Ce monsieur, je vais vous dire, est-ce que vous savez que Issa Chiroma a fait 7 ans à la prison de Yoko, où le général Asso Eman venait lui faire pipi dans la gueule tous les jours. Ça, vous le savez? Une fois que vous connaissez dans ce passé, est-ce que vous savez que M. Issa Chiroma a une jambe cassée du fait qu'il était dans les manifestations de 1992 dans la rue? Il a une jambe cassée. Ça, vous le savez? C'est trop facile de venir porter des jugements sur les personnes. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne savais pas un jour dans ma vie que j'allais avoir de la sympathie pour cet homme. Mais quand j'ai appris son passé, même s'il est un roublard, ce passé impose du respect. Il impose du respect. Donc, ce monsieur ayant été dans la gueule du loup parce qu'il a fallu, n'oubliez pas le contexte, quand Issa Chiroma, parce que ce sont des gens d'une autre génération, il entre dans le gouvernement pour échapper à la mort. Lui particulièrement, je ne parle pas de Bello, je ne connais pas trop. Il entre dans le gouvernement parce qu'il était un des durs contestataires. Et pour échapper à la mort, parce que ces tortionnaires des années 80 vivaient encore, jusqu'à récemment quand le général Assoema ne meurt pitoyablement comme il est mort. Donc maintenant qu'il sort, il sait que ceux qui l'ont torturé, ceux avec qui il est en passif, y compris Paul Biya, ne sont plus. Il peut avoir le courage de sortir. Tous ceux qui sont là aujourd'hui sont les enfants de ceux qui étaient là avant. Ils n'ont pas la même rancœur, enfin, ils peuvent avoir la même rancœur, mais ils ne sont pas directement liés à l'histoire de Chiroma avec Paul Biya, comme
comme les généraux qui étaient là avant. Donc, il entre, il joue au titre, il ment, il fait tout ce qu'on a vu. Mais quand l'opportunité de prendre la main dessus se présente à lui, il n'hésite pas. Et tous ceux qui connaissent Issa Chiroma savent que c'est une hirondelle politique. Ce monsieur a un flair incroyable. Vous pensez que Issa Chiroma peut voir le pouvoir à portée de main et refuser de prendre parce qu'il va aller remettre ça à Ngongo? Ngongo qui le méprise, qui lui manque de respect. Vous savez comment Ngongo se comporte avec ses ministres? Vous n'avez pas entendu comment René Sadi lui a mal parlé? Il est insolent, ce monsieur. Or, des gens qui ont été des collaborateurs de Paul Biya, à un moment donné, savent qu'ils avaient le respect de l'ancienneté. Vous pensez que vraiment, aujourd'hui, Issa Chiroma flaire le pouvoir? Il va laisser ça parce qu'il veut faire plaisir à Ngongo? Parce qu'il veut faire semblant, il veut faire genre? C'est un renard politique. Et moi, je dis, s'il a moyen de prendre le pouvoir, qu'il le prenne. Qu'il le prenne. L'essentiel, c'est que Ngongo et Chantou et tout ça nous débarrassent le plancher. Le reste, on va voir ça après. Et si on peut le soutenir pour qu'il le prenne, nous avons la main haute dans les négociations. Je dis, nous avons la main haute. À l'heure actuelle, le président Kamto peut imposer tous les thèmes qu'il veut dans une collaboration. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, comme vous qui dites que vous allez voter, écrire le nom de Kamto. Au contraire, là, vous tuez même la cause de Kamto. Allez voter un candidat que Kamto va soutenir pour lui donner la main haute. 36 mois de pouvoir, on organise les élections, on dissout toutes les institutions, on réorganise, le président prend le pouvoir. Il faut qu'on parle ça en quelle langue pour que les gens comprennent? Sandy, moi-même, je ne sais pas comment on doit expliquer. Non, mais Chiroma lui parlait d'un mandat de 7 ans. Attention. Non, monsieur. Non, il a parlé d'un gouvernement de transition. Si vous n'avez pas l'information, vous venez dans ma page, je vais la chercher et la reposter pour vous. Il est le seul candidat qui parle de transition. Non, mais quand Sandy, et en plus, pour nous, c'est un candidat de mission. Voilà. Donc, si les gens, dont je voulais dire, s'ils usent de roubladise, de tricherie, enfin, de tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? La politique, c'est pas un jeu d'enfant de cœur. Bon, ça sortant du conformisme, de la légalité, tout ça, dans un pays où personne ne respecte la loi. Nous, on veut jouer plus royaliste que le roi. S'ils sont roublards, soyons 2 fois plus roublards. S'ils sont tricheurs, soyons 2 fois plus tricheurs. L'essentiel, c'est de les dégager d'abord. D'abord. Le reste, on va gérer après. Quand quelqu'un vient lutter avec toi à l'illégal, à la déloyale, tu fais quoi? Tu t'assois et tu pleures que ouais, il m'a tapé avec le bâton. Alors que la lutte était sans bâton, il est venu avec le bâton, il m'a tapé. Mouf! Quelqu'un sort le bâton sur toi. Tu prends le pilon, tu le doses avec. C'est comme ça. Donc, sortons de ces histoires-là où on fait la fine bouche, on dit que non, il avait menti à gauche, il a menti à droite. Mais si c'est leur menteur qui doit les défaire, mais utilisons-le. Utilisons-le. Vous savez pas que la bêtise, c'est que quand les gars là trahissent l'opposition pour aller le RDPC, il ne faut pas comme nous. Il ne faut pas la fine bouche, il est prêt. Maintenant qu'ils trahissent de l'autre côté, ils reviennent vers vous. On dit non. Ils avaient fait ça. Mourir, comme vous allez dire qu'il était sérieux. Vous pensez que le gouvernement a peur d'eux, pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière, il y a une rancune. Un monsieur qu'on a uriné dans sa bouche tous les jours, cassé le pied, et Dieu seul sait ce qu'on lui a fait d'autre. Vous pensez qu'il est vraiment content de ces gens-là? Même s'il est resté 30 ans, la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Et si le gars-là voit le pouvoir, wallah, il est le plus intelligent, le plus rusé de tous ces politiciens-là. Il est très rusé. Il va prendre. Il va prendre. Et il sait que la posture qu'il a adoptée, c'est une posture de non-retour. Le RDPC ne peut plus le prendre. Le RDPC ne peut plus le reprendre. Là où il est là, s'il ne gagne pas, il va en prison direct. C'est toi qui vas le tuer, il va mourir. Vous allez d'abord tuer tout le peuple camerounais avant de le tuer. Il sera président de la transition et de la coalition. Ok, merci. Kenda, on va évacuer. Et on va, Wamou, tu veux dire un dernier mot? Oui. Non, Alucado, est-ce qu'il avait même fini? Je ne sais pas s'il avait fini. Non, ça va, c'est fini. Ça va. Okay. Ça allait dans le même sens. Ok, ça marche. Wamou.
Maman, tu veux dire, est-ce que tu es là? Peut-être il n'est pas là. Hein. Le pauvre, il est fatigué. Ben oui, il est 2 heures quand même. Je suis désolée, je suis encore à l'ère de l'heure américaine. Donc, moi, ouais, c'est la nuit que je suis. Ouais. Oh, non, Ok, Sandy, sans souci. On va fermer, non, Steph? Hein? Il faut qu'on ferme pour que Stéphane se réveille. La fille de Tiroma a épousé le neveu de Paul Biya. C'est pas Bonivan. Non, c'est pas Bonivan. C'est l'autre, le frère de celle-là. Le frère de la nièce de Paul Biya qui est dans les réseaux sociaux, là, non. Martin Mika. Non, pas Martin Mika. Comment il s'appelle encore là? Je vais retrouver son nom. Mais Cathy Meba, c'est le frère de Meba. Donc, donc le frère de Meba a épousé la fille de Tiroma. Oui, ils vivent aux États-Unis. C'est chez elle qui voulait partir la dernière fois, on l'a arrêté. Donc, si sa fille est mariée au neveu de Paul Biya, les mariages, ça se fait et ça se défait, non? Le président du Gabon, Ali Bongo, n'était pas le cousin de celui qui est au pouvoir là maintenant. Son frère de sang, le général Oligui Nguema. Regarde le Togo, Sandy. Celle qui est en train de mener la contestation, Nakade, elle est la femme du grand frère de Niassime. Attends, Niassime a arrêté son grand frère, l'a mis en prison. Et lui, fort, il a pris la femme, il a enceinté, il a nommé au ministère des Forces armées. C'est quand il décide de reformer le ministère de l'armée en réévaluant le salaire. On dégage la femme. Aujourd'hui, derrière Arom, les deux représentent le visage de la résistance. Les Togolais n'ont pas dit, tu as un enfant avec fort, tu as fait ces machins, tout ça. Tout est question du jeu de pouvoir. Voilà. Donc, Oligui Nguema était le cousin de Ali Bongo, non? Le moment de prendre le pouvoir, est-ce qu'il a regardé que c'est son frère? Il a arrêté sa femme, arrêté son fils. C'est tout. Vous venez raconter. Moi-même, je suis la nièce de Mbongo, non? Vous pensez que c'est moi? Voilà. Et tu l'as combattu. Mais je le combats propre. Donc, c'est pas très pertinent, les amis. Mais c'est ça, je comprends aussi. Steph, ça se voit que tu es hyper fatigué. Merci Stéphane. Fatigué. Les amis, demain, soyez connectés toute la journée seulement. Demain, restez connectés, ça peut démarrer à n'importe quelle heure. Ça peut démarrer à n'importe quelle heure. Soyez connectés, les amis. Demain, il n'y a pas d'heure. Guettez seulement, soyez aux aguets. Soyez aux aguets demain. Et une chose que j'aimerais rappeler, c'est vrai que depuis que la candidature du professeur a été rejetée, les gens sont mobilisés sur tous les plans. C'est-à-dire que même sur le plan du tapotage, à une époque, on n'avait même pas besoin de demander à ceux qui nous écoutaient de tapoter. Là, les tapotages sont devenus... on souffre sur les lives. Donc, demain là, il faut charger les cœurs. Demain, on vous en supplie. Sandy, j'envoie ça pour toi. C'est spécial pour toi. Écoute ça, Sandy. Oh, merci beaucoup pour le boulot.